C'était il y a 7 ans, presque jour pour jour. Les Suisses affichaient pour la première fois leur crainte face à l'islam. Tremblement de terre politico-religieux en Suisse par 57,5% des votants. La Suisse interdit la construction de nouveaux minarets. Mais aujourd'hui, le problème n'est pas vraiment architectural. On s'interroge sur ce qu'il se passe derrière les murs des mosquées. Plusieurs jeunes, partis faire le djihad, ont fréquenté des lieux de prière, notamment celui de Winterthur. J'ai pu entendre comment l'imam le vendredi appelait indirectement les gens à faire le djihad. Des soupçons aussi sur la mosquée de Genève. Plusieurs collaborateurs importants seraient fichés S et on aurait fermé les yeux sur le départ de 2 jeunes en Syrie. Face à la méfiance grandissante vis-à-vis des mosquées et de certains imams, beaucoup de responsables musulmans jouent l'apaisement. Je crois qu'il y a un autocontrôle en fait des fidèles. Je crois un imam vraiment qui dérape, ça passe pas dans la communauté. Alors, les mosquées sont-elles un rempart à la radicalisation ou au contraire sont-elles un terreau fertile pour l'intégrisme? Faut-il surveiller ces lieux de prière et ce qu'il s'y dit? Ce soir, Infrarouge tente de pousser la porte des mosquées. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Infrarouge. La mosquée de Genève et celle de Winterthur dans la tourmente. Un imam arrêté pour prêche haineux, d'autres surveillés par les services de renseignement français. Alors est-ce que ce sont des cas isolés ou le signe d'un phénomène plus profond? Peut-on parler de radicalisation des mosquées en Suisse? Et faut-il davantage surveiller, encadrer mosquées et imams pour éviter les dérives? C'est le débat que nous vous proposons ce soir avec vous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et avec nos invités en plateau, je vais tout de suite vous les présenter. Laure Lugon-Zougravou, elle est journaliste au Temps et enquête notamment sur la mosquée de Genève. Yacine Dif, musulman pratiquant, porte-parole de Frislam, l'association des musulmans fribourgeois. Jean-Paul Rouillet, spécialiste du terrorisme et ancien des services de renseignement. André Duvillard, il est chargé de la prévention de la radicalisation pour la Confédération et les cantons. Kevin Grangier, secrétaire général de l'UDC Vaud, il lance une initiative pour contrer l'intégrisme religieux. Montassar Benmrad, président de la Fédération des organisations islamiques de Suisse. Et avec nous également en duplex de Paris, Gilles Kepel, grand spécialiste de l'islam et du monde arabe, professeur à Sciences Po. Merci à vous tous d'être avec nous. Alors dans cette émission, nous allons débattre de la radicalisation en Suisse, mais c'est bien évidemment un phénomène international. Pour en parler, nous avons un des grands spécialistes de l'islam arabisant, spécialiste du djihadisme. Merci à vous, Monsieur Keppel, d'être avec nous. Vous publiez votre dernier livre qui s'appelle Fracture et dans ce livre, vous dénoncez une partie du monde intellectuel, de la classe politique. Vous dites on minimise le phénomène djihadiste, vous parlez même de cécité, on ne veut pas voir. Oui, en fait, la fracture, c'est un peu l'un des problèmes qui se posent à nous tous en Europe, c'est-à-dire est-ce que nous allons réussir à vivre ensemble, unis, en bonne intelligence, quelle que soit notre religion ou notre orientation diverse, ou est-ce qu'au contraire, on va voir nos sociétés se fracturer autour de communautés qui se replient sur elles-mêmes avec d'un côté, et la Suisse en est aussi un exemple d'une certaine manière, vous avez rappelé la votation, comme vous dites, sur l'interdiction des minarets il y a quelque temps. D'un côté, des individus qui se replient sur une identité racialo-atavique, si j'ose dire, en disant, bon, les musulmans, c'est pas vraiment des Suisses, des Français, des Européens ou autres. Et de l'autre côté, une tendance à une fermeture communautaire qui considère, notamment à travers l'expression de ce qu'on appelle le salafisme, qu'il y a d'un côté les musulmans, les bons musulmans, et de l'autre les impies, les infidèles, les apostats et les mauvais musulmans, dont il faut se désavouer et prêter seulement allégeance à une version radicale de la charia, c'est ce qu'on appelle en arabe al-wala ou al-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance au salafisme d'un côté et le désaveu avec tout le reste. Et donc, ça, pour les salafistes en général, ça n'est pas le passage à la violence, hein, la plupart ne sont pas violents, mais ça peut ouvrir évidemment très facilement le basculement vers une rupture qui se traduit en actes par le djihadisme, par le passage vers la Syrie, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile parce que la frontière est fermée. Mais la Suisse a envoyé quelques personnes en Syrie, pas énormément par rapport
aux milliers qui sont partis de France. Mais la Suisse est aussi un lieu de passage important était en tout cas, pour aller vers la Turquie ou pour le retour des expulsés. Alors on va parler des mosquées suisses tout à l'heure, voir si les cas de radicalisation sont des cas exceptionnels ou s'il y en a beaucoup plus. Vous avez parlé de salafisme. Est-ce que selon vous, Monsieur Keppel, dès que le discours se durcit dans une mosquée, dès qu'on a des mosquées plutôt salafistes, il y a un risque et il faut surveiller ce qui s'y passe? Alors, c'est tout le problème du salafisme, en fait. C'est que le salafisme, pour certains élus, c'est une chose formidable parce qu'ils considèrent que ça maintient l'ordre dans des quartiers difficiles et que, après tout, peu importe que des gens sur lesquels on n'a pas beaucoup d'influence croient aux valeurs communes ou croient à leurs valeurs particulières et veuillent se couper du reste de la société, tant qu'il n'y a pas de trafic de drogue, de violence, etc., finalement, on s'en tire à moindre frais et on renonce à la perspective de l'intégration culturelle pleine et complète de l'ensemble de la société. Et donc, ça pose un vrai souci parce que toute la question, c'est la définition du salafisme et ses relations avec le djihadisme. Et vous savez qu'il y a tout un débat aujourd'hui en Europe entre universitaires, entre spécialistes, en particulier entre Olivier Roy et moi-même. Olivier Roy considérant que le djihadisme, c'est un phénomène, finalement, c'est la même chose que les brigades rouges autrefois, c'est des brigades vertes, ou l'action directe, ou la fraction armée rouge allemande, et que ça va passer, que c'est simplement les conditions sociales, et que finalement, le radicalisme islamique, c'est simplement un vocabulaire qui passe. Ou bien alors, est-ce que, selon moi, c'est à la fois quelque chose qui est lié à des problèmes sociaux très importants, en tout cas en France, la marginalisation des quartiers populaires, 40% de chômeurs, donc des jeunes qui ne croient plus aux valeurs de la République et à ce qu'ils apprennent à l'école parce que les savoirs étant sans effet, les valeurs qui vont avec sont jetées comme le bébé avec l'eau du bain, avec des problèmes psychologiques assez fréquents. Avec mes étudiants, on a vu que les familles qui partaient en Syrie, très fréquemment, on ne trouvait pas de père parmi eux. Le père avait disparu, il était remplacé par des pères PAIRS qui prêchaient une loi beaucoup plus radicale et qui encorsette les individus, si vous voulez, face à la désagrégation de la société. Et puis, bien sûr, le fait de s'accrocher à une forme particulièrement contraignante, justement, une lecture contraignante de la religion, qui n'est pas celle de la majorité des musulmans, qui ne l'a jamais été, mais qui, dans les circonstances particulières qui sont les nôtres en Europe aujourd'hui, trouve un certain écho et introduit cette fracturation dans la société, à quoi répond justement une crispation du reste de la société. Et c'est ça qui est l'un de nos principaux problèmes, je crois. On le voit aussi en Allemagne avec la montée de l'AfD, on le voit aux Pays-Bas avec le parti de Geert Wilders, etc. Alors on va évoquer... et nous, avec bien sûr le Front National. On va évoquer toutes ces choses en plateau. Vous allez rester avec nous pour une partie de cette émission, Monsieur Keppel. Merci à vous. Montassar Benmrad, vous êtes président de la Fédération des organisations islamiques de Suisse. On a rappelé en début d'émission les derniers événements dans 2 mosquées suisses. Est-ce que vous diriez qu'il y a un risque, une radicalisation dans les mosquées de ce pays ? Alors, la très grande majorité des mosquées de ce pays, je dirais, veulent la paix sociale et ont un vécu d'islam paisible. Maintenant, de dire qu'il n'existe pas de problème, ça serait faux, puisque vous venez justement de citer 2 exemples où il y a eu un problème. Et puis, comme on le sait, selon les chiffres aussi des services de renseignement, 78 personnes sont parties au djihad, donc il y a un problème. Maintenant, la question, c'est où se passe la radicalisation ? Et là, dans beaucoup de cas, en fait, ça se fait, en Suisse en tout cas, essentiellement par Internet. Donc, et quand vous dites qu'il y a des problèmes dans certaines mosquées, c'est quoi le type de problème que vous remarquez? À quel moment ça devient un problème? Alors maintenant, ce n'est pas au niveau des mosquées. Donc, M. Keppel a parlé du salafisme. Donc, il y a l'approche de M. Keppel et celle de M. Olivier Roy. Donc, je suis plus avec l'approche de M. Roy. Bien que M. Keppel ait raison dans le cas français, mais on a heureusement pas les problèmes malheureux de la France d'avoir 40% de la population jeune qui est au chômage. Mais est-ce qu'on a des mosquées salafistes en Suisse? Est-ce qu'on en a beaucoup? Il y en a quelques-unes. Puisque M. Keppel dit qu'il faut faire attention à ça. C'est exact, il en existe quelques-unes, mais en fait, celles-ci sont aussi déjà dans le viseur de la Confédération depuis un certain temps déjà. Je me tourne vers vous, Monsieur Grangier. Quand vous regardez effectivement les événements de ces derniers mois, ce qui se passe dans les mosquées, vous, c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous effraie?
Oui, et pas seulement ce qui se passe dans les mosquées, finalement, ce qui se passe aussi dans les communautés, au sein des communautés. Ce qu'on observe, si on prend un peu de recul sur l'actualité, c'est qu'en l'espace de 20 ans, 25 ans, on est allé vers une radicalisation importante liée à l'islam et à l'islamisme. L'islam nous impose un défi et les pouvoirs publics en Suisse, aujourd'hui, semblent démunis. Alors, on parle de surveillance, mais c'est beaucoup de moyens qu'on investit avec peu d'effets au final, parce que beaucoup de choses se passent sur Internet, ça vient d'être dit. Et ce qui se passe aujourd'hui, je dirais au niveau de notre pays, c'est une prise de conscience politique qui est absolument essentielle. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de politiciens dans notre pays aujourd'hui qui se cachent. M. Keppel parlait de cécité, je partage complètement son point de vue. Il y a beaucoup trop de gens qui ne veulent pas voir le problème, qui n'osent pas le nommer, mais problème il y a. Il y a un problème qu'on ne voit pas, M. Benrad? Je crois que là, ça serait intéressant de discuter concrètement avec l'UDC sur ce genre de sujet, plutôt que de parler des musulmans sans véritablement dialoguer avec eux. Il y a tout un travail qui se fait depuis des années déjà, aussi bien au niveau des fédérations que des différentes associations, un travail de terrain avec les autorités, avec la police. Donc je ne pense pas qu'il y ait une cécité des autorités politiques, loin de là. Et ceci se fait aussi bien au niveau du canton que du côté de la confédération. Donc, et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, vous avez parlé de renfermement. Vous allez aller dans la direction du communautarisme, et la réalité, c'est que les associations musulmanes et les musulmans de Suisse veulent l'intégration, et ne veulent pas de société parallèle. Je ne partage pas votre point de vue. Récemment encore, les musulmans vaudois ont obtenu, avec l'aval de la municipalité de Lausanne, un cimetière communautaire. C'est des revendications. On me dira, c'est pas grand-chose, c'est un cimetière. Mais on parle de ça maintenant. Il y a 30 ans, on ne parlait pas de ça. Il n'y avait pas ce type de comportement. On parle maintenant de dire on interdit certains types d'aliments dans les cantines scolaires par respect pour un certain nombre de minorités. Il y a 30 ans, on n'avait pas ce genre de débat ensuite. Il y a un défi qui est imposé par l'islam, non pas par les musulmans. J'aimerais faire la différence. L'islam, c'est le Coran. Et le Coran, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi la CEDH. On ne va pas reprocher à l'UDC d'invoquer de temps à autre la CEDH, qui reconnaît qu'il y a incompatibilité. Et le fait est que des revendications issues des textes coraniques trouvent de plus en plus écho en Suisse et en Europe. Bah, évidemment, malheureusement, l'actualité nous a démontré qu'il y a une avance dans ce chemin, excusez-moi, dans ce chemin sans voie. Et ça, c'est quelque chose contre lequel je me bats et contre lequel il faut que nos gens, que nos politiciens se battent. Excusez-moi, Gilles Keppel, sur le Coran qui n'est pas compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec la démocratie? Non, en fait, c'est un peu aller vite de dire ça, parce que le Coran, comme tous les textes sacrés, dépend en grande partie de la lecture qu'on en fait et de son interprétation. Les textes sacrés sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de sens. Est-ce qu'on va les interpréter littéralement ou est-ce qu'on va les interpréter de manière allégorique? Si vous interprétez littéralement le texte sacré, vous y verrez par exemple des versets extrêmement belliqueux. Mais un certain nombre de musulmans considèrent que ces versets doivent être mis en contexte à leur époque et qu'ils ne s'appliquent plus à la lettre aujourd'hui. Vous avez la même chose dans un certain nombre de versets de la Bible, si vous voulez. Et donc c'est aujourd'hui la grande bataille, c'est là que le salafisme joue un rôle, c'est que lui s'appuie bien sûr sur le Coran, mais aussi surtout sur ce qu'on appelle le hadith, c'est-à-dire les paroles et les dits attribués aux prophètes, dont un certain nombre sont considérés comme faux et fabriqués par la tradition. La plupart des musulmans considèrent un petit nombre de hadiths qui sont bien répertoriés comme guides pour leur action, mais les salafistes, eux, qui se méfient de l'interprétation humaine, prennent quasiment tout, y compris ceux qui sont dans l'interprétation la plus littérale. Par exemple, c'est ce qui fait que Daesh va, au nom des textes sacrés interprétés par le salafisme, mettre en esclavage les femmes yézidis qu'il a pris dans les villages qu'il a conquis en Irak. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le texte lui-même, bien sûr, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais le principal enjeu, c'est l'interprétation. Et c'est ça la bataille qui se joue aujourd'hui à l'intérieur de l'islam, entre une interprétation rigoriste, salafiste, qui peut éventuellement tomber dans le djihadisme, et la plupart des autres, qui ont aujourd'hui, paradoxalement, en Europe, pourtant terre de liberté, du mal sinon à s'exprimer, du moins à avoir une force de conviction auprès de leurs ouailles et aussi auprès des autres. Alors, si vous le voulez bien, on va continuer ce tour de table, mais je vous propose quand même de revenir sur les derniers événements, ceux qui concernent la mosquée de Genève et de Winterthur, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Et on se retrouve en plateau juste après cette enquête de Cécile Trantien et de Dimitri Tsuffray.
Tout commence le 2 novembre avec la perquisition à l'aube de la mosquée An-Nour. Un imam éthiopien est arrêté pour avoir appelé au meurtre des musulmans non pratiquants. La salle devrait fermer ses portes d'ici la fin de l'année. Autre ville, autre scandale. À Genève, pas de prêches radicaux, mais la presse a révélé que 3 collaborateurs seraient surveillés par les renseignements français. Des accusations balayées par la plus grande mosquée de Suisse qui souligne qu'aucune procédure judiciaire n'a été ouverte. Mais le malaise grandit chez les fidèles. Une pétition réclame la démission du directeur. Mohamed Tofik fait partie des quelques 200 signataires. Pour lui, rien n'a été fait pour empêcher le départ de 2 jeunes vers la Syrie. Certains imams étaient au courant, ils sont parlés au directeur. Et puis le directeur, enfin, il n'a rien fait. C'est ça qui, je trouve, c'est grave. Des accusations non fondées pour le directeur qui a accepté pour la première fois de réagir devant notre caméra. Si un tel projet avait été connu de la Fondation, il est évident qu'il serait fermement opposé par tous les moyens à nos dispositions. Il y a pendant l'année presque 300 000 personnes qui passent ici, qui font la prière. Il y a des gens qui font la prière pour 1 fois, pour 2 fois, après ils partent, on ne revient jamais. Genève, Winterthur, 2 mosquées sous pression, mais y en a-t-il d'autres? Pour le savoir, encore faut-il connaître la liste de toutes les mosquées en Suisse. Mais surprise, aucun recensement fédéral n'existe. Il a donc fallu vérifier un par un les cantons et passer chaque adresse à la loupe pour établir notre propre décompte. Verdict, la Suisse compte 272 lieux de prière islamiques. Un résultat cohérent pour cette chercheuse, même si ce nombre est en constante évolution. L'islam organisé en général en Suisse aujourd'hui est une organisation de droit privé. Ils sont fondés sous forme d'associations. Il n'y a pas vraiment de registre qui tient compte de toutes ces associations. Il faut savoir aussi que ce n'est pas facile pour eux d'obtenir des lieux en fait, dans lesquels mettre un lieu de culte. Donc ils ont des difficultés à louer des endroits et évidemment aussi à acheter des endroits. Donc il y a une grande fluctuation aussi de ces lieux. Autre problème, la surveillance. Officiellement, le service de renseignement de la Confédération ne peut pas surveiller de manière préventive une salle de prière. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'aucun contrôle n'existe. Au total, moins de 10 lieux de prière islamiques sont aujourd'hui sous surveillance, comme le centre Faisal de Bâle, financé par l'Arabie Saoudite. Les autres mosquées sont en grande majorité des salles de prière soutenues par les pays des Balkans et la Turquie, qui diffusent un islam sunnite et modéré. Laure Lugon, vous êtes journaliste au Temps, vous enquêtez notamment sur cette mosquée de Genève et vous dites qu'il y a clairement un changement d'état d'esprit. Oui, je crois que le changement d'état d'esprit est effectivement assez net depuis quelques années. 3 personnes fichées S, et pas des moindres, hein, je rappelle, c'est quand même 2 imams. Ça veut dire fiché S, ça veut dire que les renseignements français surveillent ces personnes-là. Absolument. Donc 2 imams et un responsable de la sécurité qui avait été engagé précisément pour lutter contre le radicalisme. Donc on est quand même un petit peu dans un... Enfin, on sent quand même qu'il y a un petit problème. Et d'autre part, il y a un climat. Le fidèle du reportage tout à l'heure le disait bien. Il y a l'impression de ne pas être entendu. D'ailleurs, il y a une pétition hein, qui s'est créée autour d'un certain nombre de fidèles qui disent on ne se sent pas représenté. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ce que disait M. Keppel tout à l'heure. C'est-à-dire que le salafisme, au fond, c'est d'abord un climat, et ce climat-là, on peut le ressentir, et des jeunes qui sont parfois en rupture, etc., peuvent ressentir cette forme de pression, ce métalangage, si vous voulez, qui va faire que ça va être plus facile pour eux, éventuellement, de basculer dans le radicalisme. On ne va pas leur dire, je ne suis pas en train de dire qu'à la mosquée de Genève, il y a des appels au meurtre, et en aucune façon, c'est évident, c'est évident. En revanche, les valeurs, les choses qui sont véhiculées peuvent encourager certains jeunes à passer le cap. Monsieur Benrad, là-dessus, est-ce qu'au-delà des gens fichés S qui font partie du personnel de la mosquée de Genève, qui dérangent même les fidèles, est-ce qu'il n'y a pas effectivement un message qui est véhiculé, qui n'est pas tout à fait celui qui devrait être ? Alors, je crois que la mosquée de Genève a aussi fait a entrepris tout un ensemble d'actions après ce qui est sorti dans la presse, ce qui est une bonne chose. Hein, donc, dans les 48 heures après l'événement, j'avais parlé avec le directeur. Parce qu'elle fait partie de votre fédération, cette mosquée de Genève. Celle de Genève, oui, celle de Winterthur, non, pour être clair.
Et ils ont pris tout un ensemble de mesures, hein, comme fermer la porte de la mosquée 30 minutes avant l'heure de la prière et après 30 minutes après l'heure de la prière. Il y a eu des restrictions, il y a eu des caméras, il y a eu une personne pour la sécurité. Donc on a entendu ensuite que cette personne en question était fichée S. Ce que j'ai compris du directeur, c'est qu'il a aussi demandé aux autorités s'il devait y avoir des informations concernant ces personnes-là qui posaient problème, qu'il les sache, parce que dans ce cas-là, il va prendre des actions de ce côté-là. Maintenant, au niveau du contenu des prêches, je pense qu'il y a aussi toute une évolution qui s'est faite durant ces derniers temps au niveau de l'autocontrôle. Je veux dire, il ne faut pas croire que les musulmans vont juste écouter des prêches et se satisfaire de ce qui est dit à droite et à gauche. Il y a tout de suite un look-back qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Quand quelqu'un entend quelque chose qui ne lui plaît pas, qui commence à parler avec l'imam, avec la direction, et c'est pour ça aussi que vous avez ce groupe de personnes qui se sont mobilisées. Mais ce n'est pas nécessairement par rapport juste au niveau de la question des prêches. Ici, je crois que c'est plus au niveau d'un certain nombre de critiques qu'ils ont. C'est une fondation, ça fonctionne différemment d'une association. Et puis là, c'est en fonction des structures qu'il va y avoir différents types de mécanismes de fonctionnement. Jean-Paul Rouillet, vous avez été membre des services de renseignement. Vous avez écrit ce livre, hein, Le djihad comme destin, la Suisse pour cible. Quand vous entendez ce qui se passe à la mosquée de Genève, vous parleriez, vous, de radicalisation, de besoin de surveiller, ou pas du tout? C'est pas là que ça se passe, la radicalisation. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu nuancer le propos, et permettez-moi de commencer par dire qu'être fiché S ne signifie pas que vous êtes sous surveillance. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a plus de 10 000 fichiers S en France. Je souhaite bon courage à mes ex-collègues français pour pouvoir surveiller 10 000 personnes en simultané. Donc la première chose, là déjà là, on fait un amalgame qui n'a pas lieu d'être. Deuxième remarque. Ils sont pas si dangereux, ces gens fichés S. C'est pas la question. La question, c'est que fiché S ne signifie pas mise sous surveillance. C'est sur ce terme-là que j'insiste. La deuxième chose, c'est que parler d'islam et assimiler l'islam au djihadisme, c'est faux. Assimiler l'islam ou considérer que l'islam, c'est seulement son expression salafiste, en oubliant par exemple que les salafistes peuvent être quiétistes avant d'être djihadistes, de nouveau, on fait une simplification qui n'a pas lieu d'être. Maintenant, mosquée de Winterthur ou mosquée de Genève, c'est la même chose. Vous parlez de lieux, on parle de structures qui, par définition, accueillent des gens. Considérer que ces structures, l'une comme l'autre, sont responsables de ce qui s'y passe lorsque des jeunes gens partent pour la Syrie ou auparavant sont partis pour l'Irak ou auparavant pour l'Afghanistan, je reprendrai l'expression d'Edmond Rostand, c'est un peu court. Il n'y a pas de responsabilité de la mosquée. Je dis pas ça. Non, permettez que je termine. Pour ce qui est de la mosquée de Genève, c'est un peu plus complexe. Je suis désolé de vous le dire, la mosquée de Genève, c'est pas un problème qui est nouveau. Il y a clairement eu, et là je le dis pour Genève, un laisser-faire. Et ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de l'affaire de ces deux jeunes qui sont partis pour la Syrie. Genève, c'est un cas particulier, c'est un tropisme particulier. En revanche, prétendre qu'on peut assimiler aussi bien Genève que Winterthur à l'ensemble des mosquées de Suisse, là aussi, je trouve qu'on fait un raccourci qui n'a pas lieu d'être. Mais il y a combien de mosquées problématiques en Suisse qu'on pourrait considérer comme problématiques? Mais encore une fois, vous ne considérez pas une mosquée comme problématique, vous considérez peut-être un petit groupe d'individus qui opèrent dans une mosquée comme étant problématique. Et sur ce nombre, vous avez articulé le nombre de 10. Je vous dirais que c'est un nombre qui est déjà indicatif et qui est intéressant, sur lequel on peut travailler. André Duvillard, vous êtes délégué pour le réseau national de sécurité. En gros, vous êtes chargé actuellement d'élaborer une stratégie pour lutter contre la radicalisation. Vous êtes mandaté par la Confédération et les cantons. Quand vous entendez Genève a laissé faire, vous me disiez également à Winterthur, ça faisait longtemps qu'on savait qu'il y avait un problème. On a peut-être tiré la sonnette d'alarme un peu tard. On a laissé aller les choses. Alors je crois que si on pouvait réduire la problématique de la radicalisation aux mosquées, je serais partiellement au chômage. Donc je crois que c'est bien pour montrer que la problématique est beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'il y a eu une forte médiatisation de ces deux mosquées. Mais ce qu'on se rend compte, si on prend la seule analyse véritablement scientifique qui a été faite en Suisse, sur 66 cas qui ont été analysés sur le plan sociologique, c'est 66 cas suisses, la très grande majorité, la radicalisation ne s'est pas opérée dans une mosquée. Alors oui, la problématique des mosquées qui posent problème font partie, on va dire, de l'ensemble du spectre, mais c'est qu'une pièce du puzzle et les pièces sont relativement nombreuses. Donc je crois qu'il faut juste prendre un tout petit peu de hauteur, il ne faut pas négliger cet aspect-là, mais rester concentré que sur les mosquées. Alors là, on risque d'avoir de sérieux problèmes assez rapidement. Gilles Kepel, je vous voyais hocher la tête tout à l'heure sur le fait qu'il y ait des fichiers S, dont on vient de dire que ce n'étaient pas forcément des gens surveillés dans les mosquées à Genève. Ça vous inspire quoi ? Vous interprétez mes hochements de tête avec je me méfierais maintenant. Non, c'est pas. Oui, bien, non, je crois que monsieur. Non, tout à fait. Monsieur a raison. Le terme de fichier S, c'est quelque chose qui est extrêmement vaste
qui indique qu'il y a un soupçon, effectivement. C'est est-ce d'une certaine manière comme soupçon. Et tout suspect n'est pas coupable, comme chacun sait. Mais néanmoins, ce sont des gens qui sont surveillés, plus ou moins, disons. En revanche, je voudrais intervenir, parce que malheureusement, je vais devoir partir, sur le dernier point que M. Duvillard a soulevé. Les mosquées, paradoxalement, ne sont pas sans doute le lieu où s'effectue aujourd'hui la mise en condition vers un salafisme qui va ensuite basculer dans les côtés, dans l'extrémisme. C'est pas là. Ça se passe dans certaines mosquées, pas dans d'autres. Effectivement, plus une mosquée est grande, plus elle est difficile à contrôler par l'organisme ou l'association gestionnaire. Et on l'a bien vu en France, par exemple, à Lunel, qu'on avait appelé la capitale du djihad français. Ils ont eu une énorme mosquée de 2400 places et l'association locale n'a pas pu gérer les jeunes qui, dans leur coin, allaient à la pêche ou à la chasse, si j'ose dire, pour amener des gens avec eux. Donc ça, c'est un premier point. Donc il ne faut pas considérer que une mosquée, a priori, c'est un tout. Il y a de tout dans une mosquée, d'une certaine manière. Et ça, bien sûr, c'est une première question. La deuxième, c'est que, bien sûr, les réseaux sociaux ont joué un rôle extrêmement important. Et le djihadisme dans lequel nous vivons en Europe aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le djihadisme de troisième génération. C'est-à-dire par opposition à l'Afghanistan des années 70-80 jusqu'à l'Algérie de 97, et puis par opposition à Ben Laden et au 11 septembre 2001, qui tapait d'en haut sur un pays lointain. En fait, on a aujourd'hui, depuis 2005, un idéologue syrien qui s'appelle, on ne sait pas ce qu'il est devenu, Abu Mus'ab al-Souri, qui met en ligne en 2005 un texte qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale », qui considère que l'Europe est le ventre mou de l'Occident et qu'il faut mobiliser à partir de la base. Il faut que ce sont des jeunes Européens musulmans qui doivent prendre des actions violentes de manière à créer un cycle de provocation qui est ensuite une mobilisation des pogroms anti-islamiques, la montée de l'extrême droite, et ensuite des guerres d'enclave. Et dans sa logique, c'est quelque chose qui aboutira à la guerre civile, à la destruction de l'Europe, etc. Bon, ça, nous n'y sommes pas, bien sûr, mais c'est quelque chose qui était essentiel. Or, ce qui est important, c'est de comprendre que les services de renseignement européens, à ce moment-là, ne croient pas du tout à ça. Ils pensent que ce sont des falaises, que ces mouvements par le bas, c'est impossible, que tout mouvement terroriste est nécessairement pyramidal, comme les services secrets, et ils ratent complètement cette révolution culturelle qui sont la naissance des réseaux sociaux, qui va permettre ce système réticulaire. Il faut bien se rappeler qu'un mois après la mise en ligne du texte de Souris, YouTube, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin 2005, est créé en Californie. Et puis vous avez YouTube, Twitter, Facebook et aujourd'hui Telegram qui joue un rôle très important dans les derniers attentats en France et qui ont été, si vous voulez, le vecteur principal de ce phénomène. Et les mosquées là-dessus sont complètement à la marge, si vous voulez. Ça n'est pas tellement le lieu où les choses se jouent. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Keppel. Merci d'avoir été avec nous. Je sais que vous devez partir, donc on vous laisse filer. Laure Lugon, finalement, les fichiers S à la mosquée de Genève, c'est pas si important, c'est pas si grave. Écoutez, non, si, c'est important quand même. C'est important quand il y en a trois. Alors, un soupçon, d'accord, 2, 3. Il faut quand même se pencher sur les choses. Ensuite, Monsieur Benrad disait que le directeur de la mosquée avait pris les choses en main par la suite, etc. Il y a 2 semaines ou une quinzaine de jours, on apprenait qu'il avait engagé un imam très controversé à Zurich, qui avait eu un passif, disons, assez lourd à Zurich. Donc, est-ce que c'était la meilleure manière d'entendre les fidèles de la mosquée qui avaient des choses à revendiquer et qui voulaient un islam plus proche de leur... Je ne suis pas sûre. Maintenant, il est vrai que ces fiches S, elles doivent rester ce qu'elles sont, c'est-à-dire des soupçons qui viennent de renseignements étrangers. Mais jusqu'à preuve du contraire, en Suisse, on n'a pas tellement d'autres options en tout cas, la nouvelle loi sur le renseignement n'est pas encore en vigueur. Donc voilà. Et il se trouve qu'elles ont quand même un intérêt. Kevin Granger, vous voulez réagir? Je voudrais intervenir parce que j'ai l'impression d'être dans le faux débat, quoi. Il faut juste replacer les choses dans le contexte. On a 78 personnes qui sont parties, certaines vont revenir, pas toutes. On a 70 procédures pénales ouvertes pour des faits de terrorisme en Suisse. Le service de renseignement officiellement reconnaît qu'il y a plus de 400 personnes sur les radars. Donc ce problème-là, il nous impacte assez fortement, avec un risque évident.
Et je pense qu'on doit juste aller au-delà de la mosquée de Genève et de Winterthur pour savoir de quelle manière on veut résoudre la question. Vous parlez des voyageurs du djihad, monsieur Duvillard. Et les gens qui se radicalisent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même, l'actualité nous a montré qu'on a des gens qui se sont radicalisés et qui sont passés à l'acte dans leur propre pays. Donc il faut englober ici l'ensemble du spectre. Et puis sur les mosquées. Alors moi j'ai été 8 ans commandant d'une police cantonale à une époque où on ne parlait pas radicalisation. Mais je peux vous dire que dans mon canton, je savais exactement combien il y avait de mosquées et le meilleur agent de renseignement, c'était les gens des autres mosquées qui venaient nous dire « Attention, il y a un nouvel imam qui a débarqué à la mosquée telle et telle, à telle rue, il faudrait faire attention ». Donc, évidemment qu'on n'a pas le registre national des mosquées, mais je peux vous dire que chaque canton sait exactement où sont les mosquées et qui prêchent. Alors, si vous le voulez bien, je vais appeler sur ce plateau monsieur Yassine Dif. Vous pouvez venir vous asseoir à table. Vous êtes suisse et musulman pratiquant, membre de l'association, même porte-parole de l'association Frislam à Fribourg. Jeune musulman, je crois que vous avez 29 ans. Quand vous entendez ce qui se dit, qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Dif? Alors, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Depuis tout à l'heure, j'entends des questions sur ce qu'est la sécurité et on reste dans le volet sécuritaire. Monsieur Keppel, tout à l'heure, parlait de 3e génération de djihadistes. Moi, j'ai parlé de 3e génération de citoyens en Suisse. Si on prend la première génération, c'est des gens qui venaient travailler dans les années 70, 80 en Suisse sans vraiment contribuer à la société. Ils étaient plutôt dans la survie. Ensuite, vous avez des citoyens qui ont essayé de se rassembler en mosquée, en association, qui ont essayé de voir comment vivre dans cette société. Et vous avez la 3e génération, je ne dis pas que je la représente, mais dont je fais partie, qui veut contribuer à la société et contribuer au vivre ensemble. Et je pense qu'avant d'arriver au volet sécuritaire, vous disiez tout à l'heure que vous saviez quelles sont les mosquées qu'il y a dans votre canton, c'est un point très important, il ne faut pas fermer les yeux sur les problèmes qui existent, mais il faut aller au-delà. Et c'est un peu la philosophie qu'on a à Frislam, c'est de proposer des solutions. On dit qu'on est un peu de seal-oriented, donc on regarde vraiment le but pour arriver à une solution qui satisfait tout le monde et qu'on puisse vivre ensemble. Donc, au-delà du volet sécuritaire, je pense qu'il y a tout un aspect social, psychologique, de vivre ensemble, de travailler ensemble, pour arriver finalement au faire ensemble. Et c'est ça, je pense, la réponse et la solution au problème. Vous confirmez ce que disait M. Bemrad, ou je crois que c'est vous, M. Duvillard, qui a une espèce d'autocontrôle comme ça, et que donc, s'il devait y avoir des dérapages de la part d'un imam ou de la part d'autres personnes dans une mosquée, ça se saurait? Tout à fait, parce que les fidèles, déjà, ils se connaissent entre eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui a tout d'un coup qui a regardé 2-3 vidéos ou qui a des idées qui partent un peu dans tous les sens, souvent, ça part d'une méconnaissance de l'islam, à la base. Parce que souvent, M. Keppel parlait tout à l'heure des salafistes, parlait un peu de ces gens radicalisés, etc., qui font un peu les choses dans leur coin. Ça part souvent d'une méconnaissance de l'islam. Tout à l'heure, M. Grangier parlait que le Coran, c'était vraiment la charia et que certains musulmans voulaient l'appliquer en Suisse. Je sais que l'UDC est très attaché à notre constitution fédérale. Les citoyens suisses de confession musulmane sont également très attachés à cette constitution. Pourquoi ? Parce que dans cette constitution, il n'y a rien qui va à l'encontre de notre religion. Ce qui fait qu'on peut l'adopter entièrement. J'y vois aucun problème à concilier mon islam et ma citoyenneté, parce que je me retrouve complètement dans cette constitution. Mais, monsieur a dit un truc très important, c'est que mon islam dans ma société. Et puis au fait, il n'y a pas mon islam. Il y a un islam, il dépend du Coran. Mon islam est compatible avec ma vie citoyenne. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas vraiment faire ce que vous faites. Dans le Coran, il n'y a pas de liberté religieuse. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, dans aucun pays musulman du monde, il y a la liberté religieuse. Non, mais ça, c'est tout il n'y a pas. Mais monsieur, écoutez-moi. Vous me dites qu'il faut interpréter le Coran. On dit toujours ça, oui, il faut interpréter le Coran en Suisse, en Europe, il faut tolérer ce qui est là. Moi, je ne connais pas de pays musulman où l'apostat est quelque chose qui n'est pas condamné. Ce n'est pas possible. Dans tous les pays, même des pays comme l'Égypte, pourtant c'est un pays que les Suisses connaissent bien, on va souvent en Égypte en vacances. Un Égyptien musulman qui dit, tiens, moi je profite de ma liberté religieuse. Je profite de ma... Oui, je suis déjà allé en Égypte. Je profite de ma liberté religieuse. Je ne veux plus être musulman. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? C'est la prison à vie pour cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr. Mais arrêtez de nous dire n'importe quoi. Au bout d'un moment, je m'excuse, ça se passe comme ça. La réalité, c'est que récemment au Maroc, il y a 3 ans de ça, il y a un chrétien, il a pris pour 15 ans de trou. C'est la réalité. J'entends trop souvent en Suisse et en Europe des gens qui nous disent qu'il faut tolérer, il faut interpréter le Coran. Si c'est interprété, ça s'interprète dans les deux sens. Pas toujours dans le sens qui nous dit accepter ce qui est en train de se passer. Ce que je suis en train de vivre dans mon pays, sur mon continent, c'est de l'anti-islamisation
de la société. Ça, c'est la réalité. Monsieur Montassar Benamrad. Alors, la première chose, Monsieur Grangier, ce qui m'intéresse, c'est que nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on fait pour la Suisse, plutôt que de commencer à traiter les problèmes de 50 pays dans le monde. Vous demandez l'égalité de traitement, et vos collègues religionnaires, les soldats suisses, ne le font pas. Demandez-leur aussi ça, s'il vous plaît. Pour la bonne compréhension, peut-être, Monsieur Grangier. De mon côté, une fois, faites en sorte, mais je suis de votre côté. Alors dites à vos co-religionnaires. Mais ça, on pourra en parler après. Mais voilà, si vous voulez. Maintenant, concrètement, ce qui nous intéresse. Non, il y a ça. Il y a ça déjà. Je suis engagé dans le dialogue interreligieux depuis plus de 20 ans et je ne sais pas si vous y avez déjà participé une seule fois. Vous avez été béni par le pape, mais ça serait aussi intéressant que vous preniez l'exemple du pape. Quand il vous a béni, il vous a dit aussi paix soit sur vous. Alors répandez cette paix et essayez de construire des Coran. Et puis c'est pas ce qu'on m'a dit. Dans le Coran, c'est pas marqué la paix soit sur moi. Messieurs, s'il vous plaît, juste pour la bonne compréhension. Je suis associateur sur mon Coran, cher monsieur. Monsieur Grangier, condamné pour la bonne compréhension de ce débat, j'aimerais quand même expliquer pourquoi on parle de ça, pourquoi on parle de communautarisme et pourquoi ça vient beaucoup plus tôt que prévu dans le débat, mais allons-y. Vous, à l'UDC Vaud, vous avez lancé une initiative contre l'intégrisme religieux, c'est bien ça. Peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que cette initiative pour qu'on comprenne bien aussi de quoi vous êtes en train de parler tous les deux. Alors tout est dans le titre, c'est contre l'intégrisme religieux. C'est pour ne pas permettre, c'est pour éviter qu'au sein de toutes les communautés, d'ailleurs pas seulement de la communauté musulmane, celles et ceux qui sont plus intégristes que les autres puissent s'imposer dans l'espace public. Vous savez, c'est le propre des religions, c'est le propre de toutes les communautés. Il y a toujours un plus intégriste qu'un autre. Il y a toujours un qui pense qu'il faut être plus dur dans le dogme, plus dur dans la pratique. Et celui-ci, on ne veut pas qu'il s'impose. Alors les gens qui pratiquent leur foi chez eux, dans le cadre privé, dans le cadre familial, quelle que soit la foi dans laquelle ils se réclament, j'ai aucun problème et on n'a aucun problème avec ces gens-là. Par contre, celui qui dit mais moi, je veux qu'on s'adapte à mon mode de vie. Je veux un férié particulier parce que c'est ma fête religieuse. Je veux bannir un certain nombre de choses. Je veux profiter. Quelque part, ce qui est en train de se passer en Suisse, vous savez, c'est les libertés démocratiques. C'est des cas qu'on vous a rapportés, qui existent. C'est des cas qui sont très concrets. Je prends l'exemple de l'école. J'ai des enseignants qui m'appellent, qui me disent, voilà, monsieur Grangier, ce qui se passe, c'est que j'ai des élèves musulmans, les parents m'appellent pour obtenir un congé à la fête de l'Aïd. Pour que, voilà. Ce n'est pas un férié public. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On accorde ou on n'accorde pas? C'est ce genre de petites choses. Pour fur et à mesure de ces petites choses qui avancent, on est en train de gentiment islamiser la société, on est en train de créer des ghettos communautaires, et malheureusement, on voit dans plusieurs villes européennes, autour de Paris, autour de Lyon, autour de Bruxelles, ce que ça peut amener. Alors là, vous parlez d'Europe, mais vous avez beaucoup parlé de Suisse. On va laisser répondre M. Menrad là-dessus, sur l'islamisation de la société. Alors d'abord, sur la question contre l'intégrisme, nous sommes contre l'extrémisme et contre l'intégrisme. Et ça aurait été intéressant que vous travailliez aussi sur votre papier de positionnement avec d'autres personnes que des fondamentalistes du côté chrétien, qui ont commencé aussi comme M. Samuel Dib, que vous connaissez bien, puisqu'il fait partie de votre communauté. Je comprends que vous ne l'appréciez pas. Non, mais ce n'est pas un problème. Ce document que vous connaissez très bien, Monsieur Grangier, c'est un document qui a été utilisé à nouveau pour jouer sur les peurs lors des projets de naturalisation. On montrait une augmentation de la population en 72% en 2040. Et vos projections, c'était 9% de la population musulmane, de la population suisse serait musulmane en 2010 et 18% en 2020. On est encore à 5%. Qui correspondent quasiment au chiffre de 2000. Donc il faut arrêter de faire peur à la population. Il y a des peurs dans la population, mais ce n'est pas en polarisant encore plus qu'on va résoudre ces problèmes-là. Mais les peurs, elles ne sont pas induites par l'UDC. Monsieur, je vous ai laissé parler. Le problème, c'est quand même les islamistes à travers le monde qui induisent des peurs. Ce n'est pas l'UDC, on n'a pas ce pouvoir-là. Je vous rassure, on n'a pas ce pouvoir-là. Heureusement. Malheureusement, vous l'avez, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ah, vous nous accusez maintenant. Moi, je parle des musulmans de Suisse à nouveau. Oui, je parle des musulmans de Suisse, c'est de ceux-là dont on va parler, M. Grangier. Pas des musulmans d'Arabie Saoudite ou des musulmans... Mais c'est facile, ce discours. Non, c'est un discours très concret, monsieur. C'est le même Coran, oui ou non? Bien sûr que c'est le même Coran, mais maintenant aussi il y a la même Bible et vous savez ce qui se passe dans d'autres pays. Il ne faut pas commencer à tout exploser à travers le monde au nom de la Bible. Ça n'existe pas. On sent que c'est très tendu entre vous, messieurs. Il y a cette question sur la table qui est... Timothy McVeigh n'était pas un islamiste, ou bien j'ai loupé quelque chose. Il y a cette question sur la table. Timothy McVeigh n'a tué personne. Vous avez une sacrée connaissance du terrorisme. Timothy McVeigh, il en a fait exploser quelques-uns.
Je voudrais qu'on revienne juste sur cette question. On est en train... raisonnable, soit on part dans des directions qui sont juste... C'est hallucinant ce qui est en train de se passer là. Je sais bien. Juste sur cette idée, on revient parce que ce qui est sur la table, c'est la reconnaissance de l'islam. La reconnaissance de l'islam en tant que religion, c'est ça qui manifestement vous pose problème, en tout cas contre ce point-là de la loi que vous déposez une initiative. Monsieur Diff, là-dessus, est-ce que vous pensez que ça pourrait apaiser un petit peu les choses si l'islam était reconnu par l'État, ce qui impliquerait un certain contrôle sur ce qui se passe? En fait, je vais reprendre l'exemple de la loi, parce qu'on est quand même dans un cadre de loi, on ne peut pas faire ce qu'on veut en Suisse. Et l'exemple que vous donnez, M. Granger, ça m'embête un peu, parce que c'est comme si vous dites on va interdire un match de hockey parce qu'il y a des hooligans. Moi, je dis que la loi, c'est au fait les barrières qu'on va mettre, les contrôles de sécurité, les sécuritas qu'on va engager pour pouvoir suivre le match. Vous connaissez Fribourg-Gotteron, j'imagine. Quand les Bernois arrivent à Saint-Léonard, ils sont là, mais ils sont contrôlés et on sait qu'ils sont là. Donc je pense que la loi et notre pays, notre constitution, la Suisse, a quand même de sacrés garde-fous, que ce soit au niveau de la... Je vais terminer. Il y a quand même de sacrés garde-fous qui empêchent l'extrémisme. Alors ces lacunes-là, on peut travailler dessus, mais je pense qu'il y a quand même assez de garde-fous qui permettent justement l'épanouissement d'une religion dans la Suisse. C'est bananas en Europe. Et je vais terminer encore quelque chose. Pour éviter justement l'extrémisme, c'est si on donne une dignité, si on donne un sens à la citoyenneté de quelqu'un, il va se sentir concerné par son pays. Et vous savez, il y a quand même 1,5 million de musulmans en Suisse, à peu près, qui contribuent à la prospérité de la Suisse. Mais ces gens-là travaillent, ils sont engagés dans la société, ils ne sont pas pour l'extrémisme. Alors bien sûr, on a parlé de 2 cas, 2 mosquées, 70 personnes, vous disiez, qui étaient sous enquête. 70 personnes sur 450 000, ce n'est pas statistiquement significatif. Ça existe, il ne faut pas fermer les yeux, mais pour résoudre les problèmes, il faut venir avec des solutions. Et les solutions, c'est donner une dignité à la citoyenneté de jeunes musulmans qui se sentent pleinement suisses et qui contribuent à la prospérité de la Suisse. J'aimerais qu'on entende M. Duvillard là-dessus. Encore une fois, vous vous êtes chargé d'éviter des processus de radicalisation. Comment vous comptez travailler? Quelles sont vos pistes pour éviter alors à la fois le communautarisme, la radicalisation qui ne vient pas d'ailleurs que des personnes musulmanes, pour être totalement clair. Je crois que le radar, il doit balayer de manière extrêmement large si on veut arriver. Et la question du rôle des communautés musulmanes dans la prévention, il est abordé parce qu'ils ont un rôle à jouer, et je pense qu'il est extrêmement important. Mais si on se limite à ce volet-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas avancer. Donc qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui que des jeunes se radicalisent? Il y a des jeunes qui se radicalisent aujourd'hui via les réseaux sociaux, c'était mentionné par M. Keppel, mais ça vaut à peu près pour l'ensemble de l'Europe occidentale. Il y a des gens qui se radicalisent aussi, on va dire, dans des petits groupes de personnes, entre eux, physiquement, évidemment. Et il y a des gens qui passent par la case mosquée. Mais la case mosquée, c'en est une, on va dire, qui est minoritaire. Et puis ensuite, si on prend aussi un peu le profil, parce que c'est aussi de ça qu'on doit parler. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, si on doit faire pour la Suisse un profil des gens qui se radicalisent, c'est à peu près impossible. Oui, alors il y a plutôt plus d'hommes que de femmes, même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et puis l'âge moyen situé entre 20 et 35 ans, alors que dans d'autres pays, c'est un peu plus jeune. Et puis après, que ce soit au niveau des connaissances religieuses. Il y a un rapport qui a été publié par l'Académie de West Point qui a analysé les 4000 dossiers djihadistes qui ont été remplis lorsque les gens arrivaient à Raqqa en Syrie, et ils se sont intéressés à leurs connaissances religieuses. Le 70% de ces gens qui sont partis en Syrie avaient des connaissances religieuses basiques, voire extrêmement basiques. Et 5% ou 7% étaient dans la phase avec un taux élevé au niveau des connaissances religieuses. Donc simplement pour montrer qu'on doit ici être beau de prendre absolument de la hauteur, parce que le but qu'on a, c'est quoi? C'est d'éviter que des gens partent, que des gens se radicalisent, et avec la finalité que des gens passent à l'acte. Et je crois que c'est ça le vrai débat. Et puis, évidemment que dans ce débat, on doit insérer la question de l'intégration des communautés musulmanes. Alors moi, j'ai eu l'occasion de passer dans 17 cantons en préparant mon rapport l'année dernière. J'ai rencontré des imams de toutes les obédiences. Je crois que l'immense majorité des gens sont bien structurés, il y a un autocontrôle, et je tiens à le dire, les cantons connaissent leur mosquée. Alors évidemment, on dit, au Winterthur, c'est arrivé un peu tard, alors vraisemblablement, on aurait pu prendre des mesures peut-être quelques semaines auparavant, mais je pense que là, il y a des aspects à la fois judiciaire, politique, service de renseignement, ville de Winterthur, canton de Zurich, voilà, qui rendent les choses un peu complexes. Mais je pense qu'il faut vraiment un tout petit peu s'élever et puis embrasser l'ensemble du spectre, quoi. Faute de quoi, alors on va aller dans le mur. Monsieur Rouillet, vous, ce que vous dites dans votre livre, au-delà de la crainte des gens qui se radicalisent, c'est aujourd'hui la crainte de ceux qui rentrent, parce qu'il y en a peu, il y a de moins en moins qui partent. Vous parlez du blowback, le retour de flamme, un danger pour la Suisse. C'est comment on fait pour détecter ceux qui sont partis sur zone et qui reviennent? Il y a plusieurs réponses à apporter à cette question. La première, c'est que, peut-être déjà une remarque par rapport à ce que vous disiez. On parle de 70 personnes, on se dit 70, c'est pas grand-chose.
Vous parliez statistiques, moi j'aimerais vous rappeler qu'on parle depuis 2013. Il y a 60 personnes qui sont parties de Suisse depuis 2013. Statistiquement, pour un pays comme la Suisse, la proportion, le changement est radical et il est dramatique. Le nombre de personnes qui partent, avant on en avait 10. D'accord ? Entre 2000 et 2013, on en a 10. 2013-2016, on en a plus de 60. C'est quand même un changement fondamental. Donc, si on veut jouer avec les chiffres, regardons-les vraiment sous tous les aspects et pas ceux qui nous arrangent le plus. La deuxième remarque, concernant les retours, pour la Syrie, et là on le voit beaucoup dans la presse actuellement, on nous dit, mon Dieu, ils sont en train de se faire battre sur le terrain, ils vont tous rentrer. 3 remarques. La première, pour pouvoir poser ce jugement, il faut avoir une connaissance claire de la stratégie de l'État islamique. Elle n'est pas unique. La stratégie de l'État islamique, elle a plusieurs dimensions, elle a plusieurs catégories. Une des catégories, c'est que ceux qui sont sur zone, y compris les petits Suisses qui sont capables de se battre, eh bien, je vous donne une bonne nouvelle, ceux-là, on ne va pas les laisser rentrer. Dans le meilleur des cas, ils vont mourir là-bas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir contrôler au moment où ils passent un aéroport, une frontière ? Simplement, ces gens qui sont capables de se battre, de tenir un fusil, de le faire de manière à peu près correcte, on va les utiliser là-bas parce que la terre essentielle de l'État islamique en ce moment, ça s'appelle la Syrie, ça s'appelle l'Irak, c'est pas Genève, c'est pas la Suisse. En revanche, ceux qui vont rentrer, on doit s'en méfier parce que dans la structure actuelle et la stratégie actuelle, ceux qui reviennent parce qu'on le leur a demandé et parce qu'ils reviennent pour une raison précise. Et ça n'est pas juste pour dire bonjour à maman. Ça, c'est l'autre côté de la chose qu'il faut bien comprendre. Et il y en a, Monsieur Dulévilla, il y a quelqu'un qui est enfermé, je crois, ici à Genève depuis grosso modo 3 mois, qui a été arrêté à l'aéroport, qui s'est radicalisé. Son père en a parlé dans la presse. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, d'une fois qu'ils sortent de prison ? Tant qu'ils sont en prison, on peut dire que les choses sont sous contrôle. Et toute la question, elle est évidemment au moment où les gens sortent. Et je crois qu'il y a un cas qui a été largement médiatisé il y a quelques semaines. C'est le cas d'un de ces 3 Irakiens qui a été condamné, qui a purgé sa peine, qui a été libéré et qui aujourd'hui se balade tout à fait librement dans le canton d'Argovie. Et donc évidemment qu'on doit prendre un certain nombre de mesures. Et puis là, je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est que ces mesures, évidemment qu'il y a des mesures qui sont sécuritaires, parce qu'on ne va pas laisser ces gens se balader comme si c'était un citoyen lambda. Mais je pense que derrière, il y a aussi tout un travail à faire pour diminuer le risque de violence. Mais il faut être, je crois, aussi extrêmement modeste dans les objectifs. J'étais récemment en Hollande, je m'intéressais, parce que les Hollandais ont un tout petit peu d'avance dans ce domaine sur nous, et ils disent qu'il faut être modeste parce que nous, on a un taux de réussite qui est inférieur à 50%. Et l'investissement sur chaque personne est long. C'est-à-dire, ils passent des contrats avec ces personnes-là, mais ces contrats sont d'une durée minimale d'1 année, et on implique dedans toute une série d'acteurs qui vont depuis la psychiatrie forensique, en passant par les acteurs sociaux, l'éducation, redonner un environnement. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement lourd, et je crois que c'est ce à quoi on doit se préparer, parce que ces gens qui sont aujourd'hui en prison vont sortir. C'est sûr. Et on connaît la date. Je crois que ça, c'est des questions qui se calculent de manière assez simple. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit faire un effort. C'est comment on fait la prise en charge. Alors, on a commencé à avoir quelques expériences. On revient sur Winterthur, mais Winterthur a eu les 2 premiers mineurs qui sont rentrés. Il s'est fait un travail extraordinaire du côté de Winterthur dans la prise en charge de ces mineurs. Il faut juste être prêt à le faire de manière répétée dans d'autres régions de la Suisse. Ça veut dire que ça coûte de l'argent. Vous l'avez dit, il y a des gens. Est-ce qu'on est prêt, Monsieur Grongier, pour la sécurité de ce pays, à mettre des moyens pour ça ? On en met déjà beaucoup. Et puis, de toute manière, j'ai envie de vous dire, quels que soient les moyens que l'on va mettre, on aura toujours un temps de retard sur le terroriste. On sera toujours en retard. C'est ce qui se passe partout en Europe. Et il faut peut-être essayer d'identifier, voilà, le radicalisé, il a besoin pour pouvoir vivre ici d'un terreau dans lequel il peut évoluer, dans lequel il peut se protéger. C'était le cas des terroristes du Bataclan, il y a 1 an à Paris. Ils avaient pu, dans le quartier de Molenbeek, autour de Bruxelles, trouver un terreau qui les a protégés. C'est là le risque. En fait, il y a le risque du communautarisme qui appelle le radicalisme. Et il faut que les autorités politiques, et c'est là où la politique a probablement la plus grande marge de manœuvre, le plus grand levier d'action, c'est d'empêcher coûte que coûte ce communautarisme par une politique d'immigration intelligente. Ça passe, à mon avis, par un frein à l'immigration. Ça passe par le fait de ne pas guillotiser la moitié des zones urbaines d'un pays comme l'ont fait malheureusement les Français, afin d'éviter que ces groupes puissent se mettre ensemble, faire valoir les règles du clan, protéger les leurs, et de cela trouvera une personne. Il y a de ça en Suisse. C'est un risque qui existe. C'est un risque qui existe. C'est un risque qui a développé de manière fulgurante à Molenbeek. En 30 ans à Molenbeek, on est passé d'une situation qui était apaisée à une situation, on parlait avant de guerre civile, le mot était lâché, à une situation de tension extrême entre les communautés, en l'espace d'une génération. Ça, c'est pas la Suisse que j'ai envie pour demain. Il faut agir aujourd'hui, de manière préventive, avant de laisser les choses déborder et puis de constater que les choses sont malheureusement irrattrapables. Je vous rassure, Monsieur Grangier, d'abord on est à Genève et en Suisse.
Et c'est ce cas-là qui nous intéresse. On a une paix confessionnelle qui a été développée à travers les années. C'est la 150e année de l'égalité des droits avec la communauté juive. On est en train de célébrer aussi les 500 ans de la réforme. Il y a tout un travail qui s'est fait aussi après le Sonderbund. Donc on a un terreau qui est exceptionnellement positif dans lequel il faut qu'on travaille pour éviter tout cas de radicalisation. On est contre le communautarisme et ça je le dis en tant que président de la FOIS et je pense que de ce côté-là on a le même avis et on est contre l'extrémisme ou l'intégrisme tel que vous le définissez. Donc maintenant, la question, c'est quelles sont les solutions concrètes sur lesquelles on peut travailler concrètement sur le terrain plutôt que de continuer à développer des peurs qui sont déconnectées de la réalité. Laure Lugon, vous qui avez passablement enquêté sur le terrain, alors sur le terrain genevois, ce communautarisme dont parle M. Grangier, c'est quelque chose que vous avez rencontré ? Oui, quelquefois, effectivement, on peut parler dans certains quartiers d'un certain risque de communautarisme. J'ai pu le constater. Il y a aussi à travers d'ailleurs des témoignages de fidèles qui sont inquiets et qui appellent pour dire, souvent d'ailleurs par exemple dans les communautés balkaniques, ce sont des gens qui ont passé 55 ans, donc qui ont un islam balkanique d'origine hanafite et qui sont inquiets de la manière et de la tournure dont prennent les événements pour leurs enfants. Maintenant, c'est absolument pas comparable évidemment à ce qui se passe en France ou en Belgique, c'est évident. Je voudrais juste intervenir sur l'aspect intégration qu'on a aussi pris dans notre rapport, parce que l'intégration joue un rôle, et j'aimerais vous donner un exemple que j'ai vécu en live dans une commune qui s'appelle Kriens, dans le canton de Lucerne. La ville de Kriens a adopté pour l'éducation religieuse des petits-enfants musulmans une politique qui est de dire cette éducation religieuse a lieu dans le collège. Elle regroupe les enfants de toutes les communautés. De cette manière, c'est transparent par rapport à l'extérieur. On n'est pas plus proche d'une communauté ou d'une autre. Et il y a 23 nationalités différentes, y compris quelques chrétiens qui viennent regarder comment se passe la leçon d'enseignement religieuse pour les jeunes musulmans. Et tout ça se fait dans la plus parfaite harmonie, sans aucune, on va dire, récrimination de la part des parents ou je ne sais qui. Et Dieu sait, le canton de Lucerne est un canton plutôt catholique et qui n'a pas forcément toujours une approche laïque non plus. Donc on voit que ce genre d'exemple montre simplement cette intégration dans le respect des règles de chacun, permet d'éviter passablement de problèmes et je pense que c'est un excellent moyen de lutter contre le communautarisme. Alors on va peut-être venir sur ces solutions. D'abord, je voudrais qu'on fasse un petit tour sur les réseaux sociaux. On a sélectionné quelques messages pour vous. C'est notre rubrique Parole citoyenne. Et le premier message est pour vous, Kevin Grangier. En Suisse, le climat et la laïcité sont beaucoup plus apaisés. Entretenir les clivages ne va en rien diminuer les tueries. Le terrorisme cherche justement à créer cette peur chez les gens. Effectivement, c'est toute la différence entre le radicalisme d'une part, et là c'est quelque chose qui est hors contrôle pour le politique, on n'a pas de moyens de lutte contre ce genre de phénomène, et le communautarisme d'autre part. Et c'est ça contre quoi il faut lutter. Il ne faut pas lutter contre des chrétiens, des musulmans, des juifs ou des bouddhistes. Il faut lutter contre les intégristes de ces communautés-là. Et il faut ne pas leur permettre de pouvoir bénéficier de lacunes de notre législation à travers laquelle certains arrivent à s'enfiler et à obtenir des dérogations particulières. À M. Montassar. Benrad, maintenant, comme si la Suisse n'était pas concernée par la radicalisation, c'est comme pour le nuage de Tchernobyl, ça s'arrête aux frontières, la politique de l'autruche. Non, alors je pense qu'il y a des problèmes qu'il faut qu'on traite, et chose que l'on fait. Donc je pense que la politique de l'autruche serait en fait dangereuse de ce côté-là. Et maintenant, concrètement, quand il y a un problème qui est identifié, c'est de prendre des mesures concrètes pour le traiter. Donc par exemple, si je pense à une des associations qu'il y a eu dans le canton de Vaud, où on a vu qu'il y avait des risques, où il y a eu un dialogue à travers la fédération vaudoise l'UVAM et l'association en question, discussion avec les autorités. Et puis il y a 10 jours, j'étais même présent à la séance du conseil de l'UVAM, et une personne de la police cantonale et une personne de la police municipale sont venues pour parler avec les différents responsables associatifs. Donc il y a tout un travail qui se fait de ce côté-là. Il y a un travail aussi qui se fait au niveau de la formation des imams. Il y a un travail qui se fait avec l'université de Fribourg, aussi bien au niveau des associations que des imams. Donc il y a toute une évolution de ce côté-là. Donc politique de l'autruche, non. J'ai oublié de vous dire que nous demandons des réponses courtes, donc je le fais maintenant. Monsieur André Duvillard, la radicalisation, ce sont les médias qui l'enflamment. Le travail social et le combat contre la pauvreté sont le vrai remède. Alors, je ne crois pas que les médias sont la seule source de la radicalisation, fort heureusement. Non, mais je crois qu'il y a une approche qui est absolument indispensable dans la prévention, c'est l'approche pluridisciplinaire. Et
tous sont acteurs de cette prévention, y compris les travailleurs sociaux. Et je crois qu'ils en sont conscients aujourd'hui qu'ils ont un rôle à jouer. Après, c'est juste une question de, comment dire, de mise en confiance, parce qu'évidemment, mettre autour de la table les travailleurs sociaux et les policiers pour aborder le même problème, il y a parfois des questions de culture qui posent problème, mais je pense qu'on y travaille. Et cette dernière remarque à vous, Monsieur Rouillet. Je pense que ces départs sont dus à une injustice et une oppression faite à ces peuples. Donc ces jeunes se voient comme des sauveurs des opprimés. C'est effectivement un des points. Enfin, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui est intéressante. Pour avoir aussi, on a beaucoup travaillé sur les jeunes qui partent. Et il y a une chose qui frappe, c'est que les jeunes gens qui sont partis, et pas seulement de Suisse, lorsqu'ils partent à tout le moins, il y a une dose d'idéalisme chez eux, qui est quand même assez impressionnante. Ce qu'il en advient après, c'est quelque chose de totalement différent. Mais au moment du départ, il y a l'idée d'aller en Syrie. Tous ne le font pas de manière franche, mais il y a quand même une partie de ces jeunes gens qui sont absolument sincères lorsqu'ils vous disent qu'ils partent en Syrie pour apporter une aide humanitaire, qui se retrouvent ensuite avec une Kalachnikov dans les mains. C'est aussi ce qui se passe. Mais au départ, ces jeunes gens, et c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler lorsqu'on parle de prévention, lorsqu'on parle d'empêcher ces jeunes de partir, c'est que s'ils sont capables de basculer dans un rêve qui est un rêve délétère, qui est un rêve mortifère, c'est qu'il y a quand même des raisons, et ces raisons-là, il faut les chercher chez nous. Et c'est là qu'il faut commencer le combat, plutôt que de se poser la question de savoir ce qu'on fait quand ils reviennent. Et si vous me permettez cette remarque, j'étais heureux d'entendre que les Hollandais avaient des retours de 50% à peu près sur ce qu'on appelle la déradicalisation, parce que je me souviens de l'époque où j'étais à Berne et où on parlait, c'était en 2005, avec nos collègues de différents pays, dont les Égyptiens, qui se targuaient d'avoir été les premiers à mettre ce genre de programme en place. Ils avaient un retour qui était de 20%, ce qui était quand même assez bas, donc 50% pour moi c'est plutôt encourageant. Ceci posé, permettez que je termine avec une phrase qui vient d'un ami, qui est le responsable du contre-terrorisme belge, qui s'appelle Alain Grignard, qui me demande si, selon moi, puisqu'on en a parlé il n'y a encore pas très longtemps, il serait beaucoup plus facile de déradicaliser un protestant fondamentaliste ou un catholique fondamentaliste qu'un musulman fondamentaliste. Je laisse juste la question ouverte, je n'ai pas de réponse à y apporter dans l'immédiat. Je trouve en revanche que la manière dont la question est tournée est assez intéressante. Question ouverte, et là, il ne reste plus que quelques minutes à cette émission, Madame, Messieurs, donc je vous propose de conclure. On l'a vu, les esprits peuvent s'échauffer. On a voté contre les minarets, on va voter sur la burqa. C'est des débats qu'il va y avoir. On parle aussi de sécurité. Qu'est-ce qu'on peut faire un petit peu de constructif pour améliorer et à la fois la sécurité, M. Benmerad, mais aussi le vivre ensemble? Parce qu'il est vrai que quand on voit le vote et les intentions de vote des Suisses, il y a quand même une assez forte méfiance. Non, la méfiance est là, et je la comprends, avec tout ce qui s'est passé au niveau des événements en Europe. Mais maintenant, concrètement, le constructif, c'est vraiment au niveau du, pas vivre ensemble, mais je pense agir ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment agir ensemble. C'est ce qu'on fait dans les entreprises, c'est ce qu'on fait dans les écoles, c'est ce qu'on fait au niveau du travail associatif, que ce soit de l'interreligieux ou autre. C'est ça la vraie intégration, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, investir et se focaliser, plutôt que juste de polariser. Parce que la polarisation génère de la radicalisation. C'est ce qui s'est passé après l'initiative anti-minaret, avec l'émergence de certains groupes qui se sont médiatisés et que l'on connaît. Maintenant, c'est ce qui risque de se passer avec la burqa, où on essaie de traiter un problème fantôme. Je préfère parler des vrais problèmes et d'essayer de les résoudre de ce côté-là. Kevin Grangier, de ce genre d'initiative, mettre pas un peu d'huile sur le feu? Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur moyen pour dialoguer? Non, au contraire, il faut affronter le problème. Je disais au début de cette émission que l'islam nous impose un défi, il faut le regarder en face, il ne faut pas faire la politique de l'autruche, et il faut répondre avec des mesures concrètes, sereines, afin que les intégristes soient mis à l'écart, qu'ils n'aient aucune chance chez nous, puis que ceux qui sont d'accord d'accepter les règles qui sont en Suisse soient les bienvenus en Suisse. Yacine Dif, vous êtes le jeune de cette table. Je vous propose de conclure après ce que vous avez entendu. Vous qui essayez de jeter des ponts, comment aller contre cette méfiance dont on parle? Je vais rejoindre M. Grangier en disant que les musulmans en Suisse, les citoyens suisses de confession musulmane jouent le jeu. Ils appliquent la loi. Ils ne demandent pas des choses en plus. Quand on leur donne un cahier de charges ou qu'on leur donne des choses qui règlent le jeu, ils jouent le jeu. Et je pense qu'un citoyen qui est complètement épanoui et qui a sa dignité, qui a sa place de travail et qu'on lui donne de l'importance, il n'a pas le temps de se radicaliser. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Il faut vraiment faire en sorte que le citoyen, quel qu'il soit, de quelle confession, même maintenant on pense aux nouveaux immigrés, mais je pense surtout à les gens qui arrivent en Suisse. Quand on passe par la machine suisse, c'est-à-dire l'école, le travail, l'armée, etc., on n'a pas le temps de se radicaliser. Je vous remercie madame, je vous remercie messieurs d'être venus débattre sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, soirée spéciale sur l'endettement avec un téléfilm suivi d'un débat infrarouge. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.